Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Alors, salut et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous présenter les statistiques descriptives sur le logiciel eViews. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à dire que les statistiques descriptives sont assez importantes. Sur le temps, puisque dans les études, il est important de pouvoir représenter les variables et de pouvoir décider un certain nombre de tendances avant par la suite de pouvoir faire des analyses beaucoup plus approfondies sur que ce soit les tests d'hypothèses ou alors élaborer des modèles pour pouvoir mieux approfondir les conjectures qu'on aura eues dans les statistiques descriptives, que ce soit de pouvoir calculer les différentes statistiques ou alors les caractéristiques des tendances centrales et des dispersions pour pouvoir voir non seulement comment évoluent les données dans le temps ou dans l'espace, et aussi de voir comment elles sont étendues, dispersées. Donc, il est important de pouvoir conduire de la statistique descriptive. Nous allons vous montrer comment ça se passe sur le logiciel eViews, qui est un logiciel économétrique assez utilisé. Déjà, si vous tombez sur une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Également, un like. Il fera également plaisir de savoir que tous les efforts que nous consentons nous permettent, n'est-ce pas, de vous améliorer au quotidien. Pour ce qui est de modèles statistiques appliqués aux sciences sociales, donc pour entrer dans le vif du sujet, donc on a là une base de données contenant un certain nombre d'informations macroéconomiques qu'on peut déjà dans un premier temps, essayer de représenter de façon quantitative en calculant quelques statistiques descriptives, que ce soit au niveau des caractéristiques de position ou de dispersion. Donc, pour pouvoir regarder cela, donc, je prends par exemple ma variable IF, donc, qui représente l'inflation ici. Donc, il y avait un graphe qui avait déjà été fait, donc je vais revenir à le graphe initial. Donc, je vais ici, si je veux pouvoir regarder les statistiques descriptives de cette variable inflation, regarder les caractéristiques tendance centrale comme les moyennes, les médianes et autres, les caractéristiques de dispersion comme la variance des cas types. Donc, il me suffit tout simplement de venir ici dans l'onglet View, View Descriptive Statistics. Et là, à ce niveau, on peut représenter l'histogramme de la série si on veut. Donc, nous allons certainement y revenir. Stat Table. Donc, je vais choisir cette option pour pouvoir visualiser et les statistiques de tendance centrale et les statistiques les caractéristiques de dispersion de notre variable inflation. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, vous voyez que là, eViews me génère un certain nombre de caractéristiques pour ma variable, notamment la moyenne. Automatiquement la médiane, le minimum maximum, STD Dev, donc Standard Deviation, qui représente ici rien d'autre que les caractéristiques de notre variance, la statistique de skewness et celle de kurtosis, donc qui sont des statistiques qui permettent d'analyser la normalité des revues, mais aussi et surtout la statistique de Jacques-Perrat et sa p-value qui permet de tester la normalité de notre variable, donc ça peut s'avérer nécessaire. Donc on voit par exemple que si il était question de faire le test de normalité de notre variable, donc il s'avérerait qu'on rejetterait l'hypothèse nulle de normalité de nos résidus, étant donné que la p-value là est inférieure à 5%. On peut regarder la somme de toutes les variables, la somme des écarts standards, donc le nombre d'observations, 39, donc on a une base de données contenant 39 observations sur l'inflation. Donc, l'inflation, c'est une variable temporelle, du moins toutes les variables de notre base de données. Donc, pour revenir à l'option View, donc Descriptive Statistics, donc on peut par exemple regarder l'histogramme de notre série, qui reprend les mêmes
caractéristiques qu'on avait tout à l'heure, sur la moyenne, la médiane. Mais en plus de cela, on a ce graphique histogramme qui laisse bien présager que notre loi n'est pas normalement distribuée parce que on voit déjà qu'elle n'est pas symétrique. Ce qui nous confie le test de normalité avec une p-value inférieure à 5%, tel qu'on l'a décrit tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la variable inflation. Mais au-delà de ces caractéristiques de tendance centrale qu'on a vues sur la moyenne, la médiane, le minimum, le maximum, les cas types. Donc, il y a par exemple d'autres statistiques de dispersion comme le coefficient de variation qui n'a pas été calculé et qui permet également de mieux apprécier la dispersion de variables que vous pourrez générer, par exemple sur Excel, en faisant tout simplement un calcul, le ratio entre les cas types et la moyenne. Donc, pour pouvoir voir le coefficient de variation en pourcentage, si vous voulez. Donc, ça, c'est autant d'éléments qu'on peut, n'est-ce pas, avoir. Donc, on peut regarder un peu l'évolution de notre série en venant ici dans View, Graph. Et puis, au niveau du graphique, n'est-ce pas, on peut, donc l'option basique, c'est graph, type, donc linéaire, symbole. Donc, il y a plusieurs possibilités là, que ce soit les diagrammes en bas, spike, les airs, les autres types de graphiques, tels que les box plots également, le quantile plot, la distribution. Donc, pour le moment, nous voulons juste représenter l'évolution de notre variable inflation dans le temps, donc étant donné que toutes les variables sont temporelles, donc on peut le faire, donc on peut voir que il y a eu des pics d'inflation dans les années 95, donc je peux vous préciser qu'il s'agit d'un pays de la zone franc, CFA, donc où dans les années 94, après la crise économique qui était généralisée, avait permis d'avoir des niveaux d'inflation assez élevés, notamment ici, pour ce pays, on avait obtenu des taux d'inflation allant au-delà de 30% pour cette période-là. Mais on peut quand même remarquer que quelques temps avant, il y avait quand même une certaine fluctuation, mais après, on peut constater une certaine stabilité de notre variable inflation après cette période de crise-là de 1994. Donc, on l'a fait pour la variable inflation, on peut également le faire pour d'autres variables. Donc, une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est par exemple comment on peut être amené à pouvoir analyser l'évolution de plusieurs variables en même temps sur le même graphe pour essayer de voir le lien qui pourrait exister entre ces deux variables. Donc, pour cela, j'ai choisi pour vous deux variables, la dette extérieure en pourcentage du revenu national brut et notre variable PIB par habitant, donc GDP, ou alors, oui, donc dette, et puis je vais prendre la variable PIB à prix courant. Donc, je vais faire un contrôle, sélectionner les deux variables. Donc, une fois sélectionné les deux variables, je vais double-cliquer et puis j'ai la possibilité d'ouvrir comme groupe, donc Open as Group. Lorsque je le fais, vous voyez que ces deux variables dette extérieure en pourcentage du revenu national brut et la variable PIB sont ouvertes là. Donc, je peux venir ici dans View et puis Graph. Donc, il faut déjà remarquer que ces deux variables ont des ordres de grandeur assez différents. Donc, la dette extérieure est en pourcentage du PIB, donc de l'ordre de 45, alors que le PIB est en US dollars, donc peut atteindre des valeurs en millions. Donc, ce qui fait que ces deux variables sont dans des échelles non seulement dans des unités différentes, mais des échelles de mesure. Le PIB produit des valeurs assez élevées par rapport au taux d'inflation, à la dette extérieure en pourcentage du revenu national brut, ce qui fait que si on représente un graphique simple avec ces deux variables, on risque de ne pas pouvoir le lire. Donc, si je viens ici dans Graph, View Graph, et puis je choisis
tout simplement l'option de par défaut pour la ligne. Donc, et puis, je clique sur OK. Donc, vous voyez que la variable dette extérieure est là. Donc, presque qui est négligeable par rapport à la variable PIB, ce qui fait que les deux variables ne sont pas lisibles. Donc, je vais utiliser une technique qui me permet de représenter à la fois ces deux variables sur le même graphique, avec chacune avec son échelle, de telle sorte que chacune soit visible. Donc, je vais représenter sur le premier axe la variable PIB et de l'autre côté la variable dette extérieure pour voir un peu comment évoluent les deux variables, quel pourrait être le lien entre ces deux différentes variables. Donc, il analysait en utilisant la situation de crise économique qui avait eu lieu en 94, dans les années 94 dans la zone franc, donc pour que vous puissiez comprendre combien important est la statistique descriptive dans une étude approfondie. Donc, je vais venir là dans View et Graph. Donc là, je veux représenter les deux variables sur le même graphique, mais en tenant compte de l'échelle et de l'ordre de grandeur, du moins surtout de l'ordre de grandeur de chacune des variables, de sorte à pouvoir bien lire le graphique. Donc, je suis dans Graph, donc au niveau des différentes options, bon, il y a cette option-là, Axis and Scaling. Donc, Axis and Scaling. Donc, dans cette option-là, donc, je vais au niveau de Data Scaling. Donc, au niveau de left, donc, vous voyez que le 1 est sélectionné là, left. Donc, sur l'axe gauche, donc, je vais représenter. Donc, vous voyez que là, ici, après, au niveau de série Axis Assignment, donc, après le dièse 1, donc, je vois bien que c'est la dette extérieure qui sera représentée sur l'axe 1, donc à gauche, dans l'axe de gauche, on va représenter la dette extérieure. Donc, je vais définir la variable à représenter sur l'axe de droite. Donc, vous pouvez définir la variable que vous souhaitez. Dans l'axe de droite, je vois bien que là, on a le PIB, mais ici, il me précise toujours à gauche. Donc, je ne vais pas représenter cette variable à gauche, mais je veux la mettre plutôt à droite. Donc, ou alors, je peux par exemple sélectionner ma variable première variable dette extérieure et la mettre à droite. Ma première variable sur le PIB est la représentée à gauche. Vous voyez que là, les deux variables sont définies ici, right, left, donc right à droite pour ma variable dette extérieure et gauche pour ma variable PIB à prix constant, à prix courant, dans dollars courant. Donc là, cette définition étant faite, donc je n'ai plus à modifier aucun paramètre, donc je vais juste cocher l'option Overlap Scaling, Linear Cross, donc cliquez sur OK. Donc, et vous voyez bien que l'évolution des deux graphiques n'est plus comme tout à l'heure, bien que la variable PIB ait des ordres de grandeur largement au-dessus de celle de l'inflation. Donc, on peut pouvoir bien lire l'évolution de l'inflation et celle du PIB sur le même graphique. Donc, on peut voir là que le PIB a eu une courbe croissante. Donc, après, pendant les années 1994 dont je parlais, il y a eu une grande diminution du PIB et dès lors, la PIB a entamé sa croissance et la valeur augmente d'année en année. Voilà, donc pour ce qui est de l'inflation, on peut remarquer que dans les années 94, il y a eu un pic d'inflation et après, il y a eu cette instabilité et puis le niveau d'inflation dans les années 2000 a considérablement baissé avant d'entamer un certain niveau. Donc, on a là le PIB et puis, en fait, je suis en train d'interpréter en termes d'inflation. Pourtant, on a les variables dette extérieure et PIB. On peut remarquer là que le PIB a eu cette évolution, donc croissante, indépendamment des années 94 où il y a eu une chute avant une certaine reprise. Donc, on peut remarquer là que pendant les années où le PIB était quand même stable, la dette était également stable, mais après les années de crise, pendant que le PIB a chuté, donc les pays étaient obligés de s'endetter.
Donc, les plus hauts niveaux de dette, c'était juste après les années 94, où la dette extérieure, donc en 94 plus précisément, où la dette extérieure avait atteint les 100% du revenu national brut. Donc, après, il y a eu une certaine stabilité. Et après, euh, vers les années 2000, donc, il y a eu peut-être une certaine épuration de la dette qui a permis au niveau de la dette de baisser considérablement avant d'entamer une reprise. Donc, dans les années 2020, on converge déjà pour le pays en pays considéré vers les 40% de taux d'endettement. Vous pouvez, n'est-ce pas, voir l'interprétation qu'on peut avoir entre et pouvoir déduire le lien qui est entre les variables PIB et puis l'endettement. Donc, dans les années de crise, le pays a dû faire de l'endettement pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face à la crise. Et donc, après avoir stabilisé l'économie, donc, elle a pu rembourser la dette et dès lors, donc, depuis un certain temps également, le pays euh, a adopté également une politique d'endettement dans le but certainement de faire augmenter la croissance. Donc, une analyse beaucoup plus approfondie permettra certainement de mieux approfondir cette analyse que nous avons constatée sur cette analyse purement graphique, donc l'analyse inférentielle beaucoup plus avancée pourront, n'est-ce pas faire cette analyse. Donc, voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura été utile. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. D'ici à là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.